Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur TV7 dans votre émission le 19h Sport, dans Top Rugby, votre émission sur l'Union Bordeaux-Bègles. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission comme chaque lundi soir à 19h. Nous ferons bien sûr le point sur l'actualité de l'UBB en Top 14. On va parler également de la victoire de l'UBB face à La Rochelle en compagnie avec nous de Mathieu Dalzovo. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité de ce soir, il s'agit du manager de l'UBB, Yannick Bru. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Merci d'être avec nous Yannick pour débriefer déjà cette victoire face à La Rochelle. C'était la reprise du Top 14. Mais juste avant, Yannick, après une coupure de près de 2 mois, on va dire, entre la finale et la première journée, est-ce qu'il y avait une forte envie de retrouver la compétition ? Ouais, une forte envie de retrouver aussi nos supporters à Chaban. Ça nous a fait du bien, et même si on s'attendait à un public nombreux, l'arrivée du bus, l'énergie qu'il y avait sur la place Johnston, c'était quand même spécial. On avait envie de retrouver ça. On avait envie aussi de démarrer par une victoire à Chaban, contre un adversaire qui nous réussit pas forcément bien. Donc voilà, c'était un bon samedi soir. D'arriver au match contre La Rochelle, ça a été une saison rallonge pour les joueurs, pour le staff aussi, on imagine. Vous arrivez, vous, à couper complètement du rugby pendant l'été, pendant l'intersaison, et c'est quoi votre truc pour couper du rugby ? Il faut remettre les batteries au vert, parce que Top 14 c'est long, hein, c'est 10 à 11 mois, donc avec des combats de boxe tous les week-ends. Donc c'est intense sur le plan émotionnel, il faut garder l'énergie, donc il y a des temps sacrés en famille qu'il faut observer pour se régénérer. Bon, c'est vrai que pour Laurent Marty, comme pour moi, à l'intersaison, il y a quand même un peu de paperasse à évacuer. Et il y a aussi toute une partie administrative qu'il faut régler quand les joueurs ne sont pas là. Mais non, j'ai quand même réussi à couper 2 semaines et c'était très bien. Pour recharger les batteries après cette grande reprise du Top 14 qui a eu lieu ce samedi, l'Union Bordeaux qui recevait La Rochelle à Chabandelmas. Place au résumé avec vous, Mathieu Dalzovo. Et oui, le premier résumé de la saison. Nous aussi, on attendait le retour du championnat avec impatience après cette belle saison pour l'Union Bordeaux-Bègles. On a vite compris quand même que le match serait assez cadenassé et tourné vers le combat et la défense, comme vous l'aviez prévu finalement, Yannick. Ouais, on est un petit peu habitué maintenant avec La Rochelle. C'est vrai que pour ma part, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis là, mais jouer La Rochelle à 21h le soir, c'est pas cadeau quand le ballon est humide, parce que c'est une défense qui est ultra agressive, un paquet d'avant qui est costaud, qui est rugueux, qui impose une épreuve de force permanente. Donc c'était aussi challengeant pour nous, parce que ça fait partie de nos axes de progression qu'on avait clairement identifiés avec les joueurs. Donc de notre côté, c'était bien aussi de démarrer par des secteurs qui nous tenaient à cœur. Et je pense que les joueurs ont plutôt coché les cases et répondu présent dans ce qui était important contre La Rochelle. Je pense notamment à l'engagement. Je pense que vous faites allusion à l'engagement. Et effectivement, l'engagement, il y en a eu. Il a fallu attendre finalement la 46e, le début de la seconde période, pour voir le premier essai inscrit par Louis Bielbarré, avec cette magnifique passe de Mathieu Jalibert, qui est la conséquence aussi d'un 50-22, il ne faut pas l'oublier, de Mathieu Jalibert en amont. C'était la continuer à la mi-temps quand il y a des défenses très serrées comme celle-ci. La seule solution, c'est le jeu au pied. On va voir d'ailleurs que ça va marcher pour La Rochelle juste après avec l'essai de Favre. Le jeu au pied, c'est la seule alternative. Donc c'est une des solutions, mais c'est vrai que La Rochelle a la particularité d'avoir une équipe, une défense très agressive, qui défend souvent 14-1, 14 joueurs sur un rideau et un seul défenseur derrière. Donc ça, ce qui est couvert par les hommes, c'est pas forcément couvert, le jeu au pied est pas forcément couvert juste derrière le rideau défensif qui est assez haut, assez agressif. Donc c'est des choses que Noël McNamara et son groupe d'attaque avaient identifiées. Donc on marque sur ça, mais juste avant, il y a eu une séquence de percussion des avants qui avait été intéressante aussi, avec plusieurs gros porteurs de balles. Je pense on a vu Boris Palu, Cameron Woki, Cyril Cazot, juste avant, dans la construction du mouvement, qui ont permis de nous mettre dans l'avancée aussi. Donc c'est comme toujours un travail collectif et bien concrétisé par le talent de Mathieu, son pied gauche. C'est pas facile, ce petit rasant du pied gauche et la vitesse de Loulou. On voit quand même, quand on regarde les statistiques de cette rencontre, les Rochelais ont des regrets, ils le disent partout, un peu partout dans la presse. 57% de possession, 70% d'occupation pour les Rochelais, mais il y a une statistique qu'ils n'ont pas, c'est le nombre de pénalités concédées, seulement 6.
quand on voit la défense qu'il y a dû avoir, c'est quand même, j'imagine, la grosse satisfaction. C'est l'une des raisons de la victoire pour vous, la discipline. Ouais, c'est. Bon, il y a deux choses. Contre La Rochelle, il faut éviter de concéder des pénalités parce qu'ils vont systématiquement en touche et ils nous donnent rendez-vous à 5 mètres de notre ligne pour construire des balles portées. Donc on voulait être discipliné pour éviter de donner ces munitions. Le problème, c'est que dans les 20 premières minutes, on a enchaîné plusieurs petites maladresses dans nos 20 mètres qui ont induit et provoqué des pertes de balles, qui ont fait qu'on a eu du mal à sortir de notre camp et on a été enfermé en termes d'occupation dans nos 30 mètres. Ça a failli nous coûter cher. Heureusement, les joueurs et le pack en particulier a été déterminé, résilient et très courageux, très brave sur à 5 mètres de la ligne. On a imposé quelques turnovers et à contrario, les Rochelais, qui mettent toujours beaucoup d'énergie à défendre et dans le jeu au sol, ont été particulièrement pénalisés, puisque je crois qu'ils terminent avec 16 pénalités sur le match. Donc voilà, c'était des matchs dans le match qu'on a gagné. Tout n'a pas été parfait, bien sûr, mais ces rendez-vous-là ont été plutôt bien maîtrisés. Ce qui concerne la mêlée fermée, c'est toujours un gros test, La Rochelle. Ça a été difficile alors, quand même, non ça a été un combat équilibré, je dirais. Non, franchement, un combat équilibré jusqu'à ce qu'on soit à l'infériorité numérique. Les dernières minutes, on joue à 14, à 14 et puis même à 13. Voilà, ça devenait clairement mission impossible. Je crois que le combat a été assez équilibré. C'est clairement un secteur sur lequel on ne peut pas relâcher nos efforts. Il ne faut pas oublier que La Rochelle était privée d'Antonio et de Skelton sur ce match. Mais bon, l'UBB était privé de Tameifuna, de Coleman et de Duprez aussi. Donc, je veux dire que les absents s'équilibraient. Donc, ça a été un combat équilibré à mêlée fermée. Bon, on sait que face à ce genre d'équipe, on a toujours un gros rendez-vous sur l'affrontement collectif devant, que ce soit la mêlée, les doubles poussées à mêlée, mais aussi les ballons portés, notamment près des lignes. Ça nous avait fait énormément de mal l'année dernière, quand La Rochelle s'était imposée chez nous. Cette année, on a été beaucoup plus courageux, il faut le souligner. On va voir effectivement l'essai des Rochelais, de Bergeon, qui ramène les Rochelais à 23-15 puis à 23-18 avec la pénalité. Ils prennent un bonus défensif. Anecdotique ou c'est que ça peut compter un point dans la saison. Donc anecdotique, non. L'année dernière, on est passé devant Toulon, ou quasiment devant Toulon, pour un point au général, ce qui nous a permis de faire une grosse rotation, vous vous souvenez, à Mayol, après le titre de champion d'Europe. Donc c'est jamais anecdotique un point, mais je crois que tout simplement les Rochelais ont mérité de repartir avec un point. Le scénario du match, le fait qu'on a pris le large entre la 50e et la 65e, pouvait laisser penser qu'ils repartiraient sans rien. Nous, on a été indisciplinés, un petit peu malchanceux aussi sur le carton de Chan Mousquet. Autant le carton jaune de Mathis Perchaud est totalement justifié, celui de Chan est un petit peu difficile, je pense. Mais bon, voilà, quand on joue à 14 et puis à 13, on concède des points toujours. Le point noir, c'est de nouveau les blessés. On a eu pas mal de questions sur nos réseaux. On remercie les supporters qui nous ont posé des questions sur Rayassi et Van Rensburg. Commotion, avec quelques nouvelles Ouais, des nouvelles qui sont rassurantes pour les deux joueurs, donc c'est rien de grave, mais je pense que ni l'un ni l'autre ne pourront participer à l'Arena face au Racing dimanche soir. Voilà, donc on rajoute deux joueurs à l'infirmerie, mais bon, ça sera l'opportunité pour nous de lancer des jeunes talents, de se renouveler, de faire appel aux forces vives du club. Donc c'est toujours intéressant de voir que ce qui est un problème pour certains, c'est une opportunité pour d'autres. Et c'est quand même le chemin qu'on veut emprunter et s'appuyer sur nos jeunes, donc très bien. C'est une victoire 23-18 pour cette première, pour l'UBB. On va regarder les résultats de cette première journée de Top 14. Hormis La Rochelle, nos clubs de Nouvelle-Aquitaine ont tous gagné, que ce soit Bayonne face à Perpignan ou Pau face au Castres Olympique. Au classement, même si voilà, c'est les premiers points, on voit que c'est Lyon qui est en tête, celui du Stade Français Paris. Le Racing 92, votre adversaire, ferme la marche. Vous êtes 6e avec 4 points et comme on l'a dit, votre prochain adversaire, ce sera le Racing 92. Mais juste avant, il y a eu pas mal de surprises d'entrée. Est-ce qu'il y a un résultat qui vous retient principalement Ouais, c'est plutôt une tendance. C'est vrai que je ne vous cache pas que quand on a observé la journée de samedi et toutes ces victoires à l'extérieur, ça a rajouté un petit peu de stress à mon stress qui était quand même assez, je dirais, un peu supérieur à la normale, parce que j'ai payé pour savoir que La Rochelle est un adversaire redoutable quand il se déplace à Bordeaux. Donc on avait un petit challenge. La Rochelle avait gagné
je crois, s'était imposé 5 fois sur les 6 derniers déplacements à Bordeaux depuis 2020. Donc on avait déjà une petite pression par rapport à ça, une responsabilité, je dirais, vis-à-vis de nous-mêmes et de nos supporters et de notre envie de bien démarrer la saison. Et puis quand j'ai vu Bayonne s'imposer à Perpignan, Pau s'imposer à Castres, Toulon s'imposer à Montpellier, j'ai dit oula, la mode est lancée, ça va être chaud pour nous. Donc je suis vraiment soulagé de démarrer cette saison par une victoire. Ça aurait été ennuyeux de démarrer sur un malentendu à Chaban. On va ouvrir notre page Racing 92, ça qu'on n'a pas noté, mais il y a Toulouse aussi qui a gagné à l'extérieur face à Clermont. Dimanche, mais c'était dimanche, c'est pour ça. C'est après. Le stress était parti déjà. On va ouvrir notre page Racing 92 parce que c'est votre prochain adversaire. Ce sera dimanche à 21h05 du côté de l'Arena. On a fait un petit point sur l'état des troupes avant de se déplacer, avec notamment Rayassi et Van Resburg. Est-ce que par rapport à ces blessés, c'est en lien avec la saison éprouvante que vous avez eue l'année dernière ? On peut le voir comme ça, c'est des choses auxquelles j'ai pensé. Bon, en même temps, Rayassi n'était pas chez nous, et Jean-Luc Duprez n'était pas chez nous non plus. Mais c'est vrai que peut-être, je dis souvent qu'on a le destin qu'on mérite. L'année dernière, on a quand même été assez épargné par les blessures, notamment chez les joueurs clés. Et là, d'emblée, on est touché sur Romain, sur Yoram, sur Max. Bon. C'est peut-être aussi des joueurs... Bon, Romain est un tout jeune papa, donc peut-être qu'il y a eu quelques bouleversements dans sa vie familiale, et on est très heureux pour lui, évidemment. Mais qui fait qu'il a eu ce petit souci au mollet. Peut-être que ça a joué, mais pour Yoram et pour Max, c'était beaucoup plus fortuit, c'était la malchance, mais voilà. Donc, sûrement que le fait qu'on ait fait une saison dense, remplie, on paye un petit peu le service après-vente maintenant. Mais comme je disais tout à l'heure, il faut voir aussi ces blessures comme des opportunités de lancer de nouveaux joueurs, de tester Martin Pagerello, de tester de nouvelles formules en 12, par exemple, pour Yoram et Max, et également de lancer des jeunes. Parce que un des axes forts du projet sportif de l'UBB que je conduis avec Laurent et l'ensemble du staff, c'est vraiment de s'appuyer sur la formation de notre club, de lancer des jeunes. Donc on a vu Valentin Hutto, on en verra d'autres le week-end prochain. Donc voilà, c'est aussi une opportunité de tester le réservoir, et également peut-être un bénéfice pour les joueurs concernés d'avoir un petit peu plus de fraîcheur dans les grands moments de la saison. Et justement, comment affronter une équipe en quête de réponse comme le Racing 92 qui a perdu face à Lyon ? C'est quoi un peu les axes pour cette rencontre contre un adversaire comme le Racing ? Là, en J2, je ne vous cache pas, il ne vous a pas échappé qu'on a pas mal de choses à améliorer dans notre rugby. Ça a été un match courageux, où on a répondu présent en termes d'efforts. Mais on a quand même manqué un petit peu de complicité, de justesse technique. On a des choses à huiler dans notre collectif, vraiment, dans notre jeu d'attaque. Donc on est vraiment dans un moment où on va continuer à se concentrer sur nous. On a repris depuis trop peu longtemps maintenant pour passer trop de temps sur nos adversaires. Évidemment que le Racing, on sait que l'Arena c'est une pelouse rapide, donc il faut maîtriser le ballon au sol, il faut maîtriser à l'avancée. C'est très difficile sur les équipes, sur des terrains synthétiques, d'arrêter une équipe qui avance et qui met de la vitesse à son jeu. Ils ont des facteurs X un petit peu spéciaux. Je connais bien leur coach avec qui j'ai joué, et je sais qu'il aime le défi. Il aime bien les joueurs de plus de 115 kilos. Donc on s'attend à un match costaud dans les duels, comme toujours face au Racing. Eux aussi ont lâché quelques leaders la saison dernière, à l'intersaison, donc ils sont aussi dans une forme de reconstruction, et ça sera un match où il y aura encore beaucoup de péripéties et d'erreurs, je pense. L'UBB évidemment est scruté, mais comme toutes les autres équipes, hein, ça veut dire que votre projet de jeu, il y a un projet de jeu, c'est bien que vous soyez là pour nous en parler aussi. Il évolue tout le temps au gré des adversaires, ou chaque intersaison vous le faites évoluer pour tromper les défenses. On a une identité de jeu que l'on porte avec nos joueurs et le staff que je représente. Bon, une identité de jeu qui est quand même basée sur prendre des initiatives en attaque, à essayer de faire vibrer positivement notre public, mais tout en étant efficace. C'est un rugby auquel on croit, un rugby où
où on attaque souvent, mais pas n'importe comment. Voilà, ça c'est notre identité. Après, à l'intérieur, les défenses s'adaptent. Il faut toujours trouver une forme de renouvellement. Et c'est vrai qu'on passe pas mal de temps là-dessus. En ce qui concerne l'attaque, c'est plutôt Noël McNamara et son groupe de leaders d'attaque qui travaillent là-dessus. Mais c'est toujours avec l'idée de créer des choses, d'être intelligent et imprévisible. On n'est pas une équipe trop conservatrice, à l'image des Springboks, qui bâtit 80% de son rugby sur sa défense. Notre défense nous permet de générer aussi beaucoup de ballons d'attaque. Je fais attention à ce que je dis parce que Kiki Losuc doit être en train de froncer les sourcils devant la télé. Mais, notre attaque, on la considère aussi comme un moyen de générer des ballons de turnover et donc de placer notre attaque dans de meilleures conditions. Donc on a une vision assez claire autour de ce qu'on veut faire avec le ballon, mais ça on ne le change pas. Mais on évolue à la marge parce que le renouvellement doit être permanent. Il y a tellement d'enjeux dans le top 14 et tellement de staff qui travaillent qu'il faut toujours trouver une forme de nouveauté. On va continuer à parler avec vous, Yannick, dans quelques instants. On va juste faire une page de publicité et on revient juste après sur TV7 pour la suite de cette émission Top Rugby. À tout de suite. Et nous sommes de retour sur TV7 dans votre émission Top Rugby, toujours en compagnie du manager de l'UBB, Yannick Bru. Yannick, justement, on va parler de vous, car il y a eu une actualité qui est tombée, c'était au mois d'août, c'était votre prolongation jusqu'en 2029 avec l'UBB. Vous vous inscrivez dans la durée, c'est une décision qui s'est faite naturellement pour vous? Ben ouais, naturellement, c'est le mot. Je suis très heureux ici. 2 ans, ça passe vite. J'ai l'impression que c'était hier, mon arrivée, mais avec l'ensemble du staff. Il y a déjà 2 ans qui sont écoulés, donc j'arrivais à la moitié de mon engagement qui était de 4 ans. Bon, on avait coché cette première case, parce que notre défi et le défi qu'on s'était tous fixé avec le président et le club, c'était de ramener un premier trophée dans l'armoire. Bon, on y est arrivé. Je sais que pas mal de supporters disent que c'est pas le bon trophée qu'on a ramené, mais bon, c'est un trophée qui nous a quand même rempli de bonheur. Et voilà, donc on s'est dit, il reste 2 ans, ça va passer vite. Moi, je suis très heureux à Bordeaux. J'ai pas trop de sujets de mon côté. Pas envie de bouger. Et Laurent était aussi content de la relation et du travail qu'on a fait avec tout le staff. Donc, il m'a proposé de continuer 2 ans, ce que j'ai accepté naturellement. Il faut toujours avoir un temps d'avance quand on est manager. Vous pensez déjà à l'UBB 2029 là, Non, mais oui, parce que ça se construit déjà aujourd'hui. Ouais, il faut avoir une vision à long terme. On veut vraiment le projet sportif global. On a parlé un petit peu de notre vision du rugby, mais notre volonté de s'appuyer sur les jeunes, d'avoir une identité forte en termes de jeu et de comportement, ça c'est des choses auxquelles on pense. Après, se renouveler aussi sur le projet de jeu, sur les détails techniques, c'est aussi quelque chose dans le discours, dans la motivation des joueurs et dans l'inspiration qu'on donne aux joueurs. C'est des choses qui nous occupent beaucoup avec le staff, parce que il n'y a rien de pire que de dire ce qui a marché jusqu'à maintenant, ça marchera demain. Parce que dans un milieu aussi concurrentiel que le top 14 et le rugby pro en 2025, c'est le piège numéro 1. On doit toujours être en mouvement. Donc proposer de nouvelles méthodes, innover technologiquement, vous le savez aussi, c'est le cas dans tous les métiers, mais c'est encore plus vrai, je pense, dans le sport de haut niveau où les marges sont très fines. Donc oui, ça occupe beaucoup notre esprit, mon esprit, comment se renouveler, rester en compétition, s'inspirer des meilleurs. On voit que l'année dernière, en finale du championnat, il nous a manqué encore quelques petits pourcentages pour aller battre les meilleurs. Donc on réfléchit à comment combler ces pourcentages. Et c'est ça qui est stimulant, passionnant et qui crée l'énergie. On va parler un peu d'avenir encore, Mathieu. Oui, c'est vrai que c'est la tendance. On voit toujours 1-2 saisons plus tard. Oui, mais là, on prépare déjà 2027 aussi, parce qu'il y a les premiers noms qui circulent. On a vu donc Léo Collier annoncé à Bayonne. On va pas vous demander des noms, on va pas vous faire ce piège-là, Yannick, mais c'est marrant parce que le top 14, à peine ça reprend, on pense déjà au recrutement de l'année prochaine. Vous êtes déjà sur le recrutement de la saison prochaine? Vous avez des profils identifiés? Parce qu'on a parlé on entend Hugo Ross, mais il y a des profils des postes ciblés. On vient de jouer la J1. Mais oui, c'est ça qui est dingue, un top 14. Vous me poussez dans mes retranchements déjà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un joueur est attaquable contractuellement.
à partir du 1er juillet de l'année N-1. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on attaque la saison 25-26. Tous nos joueurs qui finissent en 26 sont attaquables dès aujourd'hui, contractuellement. Donc le but pour tous les présidents, c'est de raisonner à 2 ans et de dire qu'il faut éviter au maximum qu'un joueur soit dans sa dernière année de contrat pour ne pas qu'il soit tenté de partir ailleurs. Ou alors, et ça c'est l'essentiel du boulot que mène Laurent, c'est d'anticiper la partie contractuelle, autant que faire se peut pour que les dossiers soient réglés très tôt dans la saison pour l'année d'après. Donc voilà, il y travaille en ce moment, on y travaille en ce moment, puisque il y a des sujets sur la table, évidemment, ça fait partie des missions du manager, surtout mais également du président, de penser à cette partie contractuelle. Je vous avoue que c'est pas la partie qui m'éclate le plus à moi. J'aime bien le terrain, j'aime bien les hommes et le projet d'entraînement, mais ça fait tellement partie. Ça fait tellement partie, et Laurent, vous l'avez vu sur le recrutement mené depuis 15 ans maintenant, un peu plus de 15 ans à l'UBB, il s'y prend très bien et il a une expertise là-dessus. Et justement, comment on arrive à attirer des joueurs où on peut se dire, selon les postes, vous serez peut-être numéro 2, derrière Mathieu Jaibert, derrière Maxime Lucu, un Penaud. Qu'est-ce qu'on leur dit comme argument quand vous les faire venir chez vous, qui n'ont peut-être pas la possibilité d'être numéro 1 ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut jouer. Comment on arrive à leur faire comprendre ? Ouais, alors c'est là où l'attractivité du club joue un rôle clé. L'attractivité d'un club, c'est quoi ? C'est ses résultats, c'est sa structure d'entraînement, et c'est son public et son stade. Et si vous prenez ces 4 critères, si on prend du public, le public, on a plus de 20 000 abonnés, on a le meilleur public d'Europe, en tout cas le plus nombreux, probablement le meilleur depuis quelques temps déjà. On a un centre d'entraînement, le Seva Campus, qui est juste parfait, qu'on va encore agrandir, où les joueurs bénéficient de facilités d'entraînement qui sont de très haut niveau, et ça nous est fourni donc par toute la direction du club, et c'est important ce travail de renouvellement. Je vous dis, on va augmenter la capacité et les structures d'entraînement encore dans le futur. On a un stade qui est en centre-ville, qui est à guichet fermé tout le temps. Et on a des résultats sportifs, ma foi, sur les 5-6 dernières années, et même bien avant que j'arrive, l'UBB était déjà une tête de gondole sur le plan sportif. Donc voilà, on coche beaucoup de cases, donc on devient attractif. Et les joueurs se disent, pour mon exposition médiatique, c'est quand même pas mal de porter le maillot de l'UBB. Donc ça c'est quelque chose qui joue, indéniablement, parce que les joueurs réfléchissent aussi comme ça. Et puis si on regarde après la partie familiale, quand on habite à Bordeaux, on coche aussi beaucoup de choses. Dans le bien-être, dans l'attractivité de la ville, la proximité avec l'océan, la proximité de Paris avec le TGV. Donc c'est un ensemble de choses qui fait que Bordeaux est quand même super attractif en ce moment. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais il y a des joueurs qui sont déjà là, qui sont revenus. C'est le cas de Cameron Rookie. On a quand même parlé de Cameron, qui a fait un gros match aussi. Ouais. 7 ballons gagnés en touche, je crois. Joueur incontournable déjà sûr. Et en dehors du terrain, il connaît le club. On le voit radieux, on l'a vu aussi en dehors. Il est radieux, il apporte beaucoup déjà. Ouais, déjà Cameron, il a quand même fait une démarche particulière pour nous rejoindre, et il nous a prouvé à Laurent et moi dans un premier temps son envie de porter le maillot de l'UBB, parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui auraient peut-être fait ce sacrifice-là. Donc déjà c'était un premier point, et c'est vrai que pour son premier match, alors qu'il n'est pas totalement prêt physiquement, parce qu'il a encore un petit peu de chemin à parcourir pour arriver à son plein potentiel, et il a repris très récemment. Il est rentré de la tournée en Nouvelle-Zélande avec un petit souci à un genou, donc sa préparation très courte déjà pour nous a été tronquée, puisqu'il a eu que 15 jours réellement de préparation. Donc c'est vrai qu'il a fait un premier match de haut niveau, et en tout cas on l'a vu réellement sur ses points forts, et il a été décisif sur plusieurs contres en touche, donc c'est bien. Vous allez l'utiliser en deuxième ou en troisième ligne alors ? Deuxième ou troisième ligne, Cameron ? C'est toujours un choix partagé avec l'ensemble du staff. Je ne dis pas que, vu comme on est déjà touché par les blessures, on ne sera pas amené à un moment de lui demander de dépanner en deuxième ligne. Mais
en ce qui me concerne, je pense que c'est un troisième lignel. C'est un joueur de couloir, de vitesse, qui a besoin d'exprimer sa vitesse et sa qualité dans les duels. Et je pense que tout ça s'exprime mieux quand il joue troisième lignel. Ou numéro 8, parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'il a alterné avec Marco Gazzotti en fonction des lancements. Des fois il était troisième lignel, des fois il était numéro 8. Donc on a envie que Cameron participe à donner de l'air au jeu et ne soit pas forcément bloqué dans le combat du 5 de devant. Mais je vous ai dit aussi que le poste de 4 étant pas trop éloigné de celui de 6, comme Pierre Beauchaton, on pourrait être amené des fois à ce qui nous dépanne en deuxième ligne. Ça va être un atout supplémentaire. Merci Yannick Bouy d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est vrai qu'on avait d'autres thèmes à aborder. C'est trop court. Il faudra revenir Yannick pour aborder les autres thèmes. Merci Mathieu également d'avoir été avec nous. On se retrouve bien sûr demain pour de prochaines émissions du 19h Sport. Sinon lundi prochain pour la suite de Top Rugby. Bonne soirée à tous.